Mardi 2 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'information l'actualité en débat. L'actualité en débat que vous présente tous les mardis, jeudi, la télévision Espoir 47 à partir de 10h avec rediffusion à 20h. Aujourd'hui, nous sommes avec Gaston Kolani, activiste politique, et si tout va bien, le directeur de publication du journal Togo Réveil, Germain Pouli, sera avec nous. Également, comme sujet, nous parlerons de la vie chère avec les mesures gouvernementales, le terrorisme au Togo et le bras de fer entre le Mali et la France. Alors, ce sont de ces sujets que nous débattrons dans cette émission. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre invité, Gaston Kolani. Bonjour. Bonjour Anita. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci aussi à votre chaîne. Je salue tous les téléspectateurs et puis je salue le technicien et puis le caméraman pour tout ce que vous faites pour le Togo, pour la nation. Donc, je suis très fier de vous. Mais comme le pays... Merci. Les choses ne vont pas, on ne fera que vous encourager et persévérer. Le travail bien fait, c'est déjà suffisant. Alors, nous allons commencer par un fait divers, un accident sur le contournement de Lomé le 30 juillet dernier, où un camion transportant un conteneur a percuté un taxi-moto avant que le conteneur n'aille renverser plutôt sur une voiture qui était de passage. La question qui se pose aujourd'hui, parce que ce n'est pas la première fois que ce phénomène se produit, c'est de savoir ce qui empêche les chauffeurs d'attacher bien les conteneurs. Oui, ce que vous venez de dire, s'il y a encore ce genre d'accident, je pense que c'est un peu déplorable. Parce que, vous n'allez pas mentir, vous êtes des journalistes, vous voyez beaucoup de choses. Il y avait eu ces accidents tant et puis nous avons dénoncé et nous avons même interpellé le ministre de la Sécurité pour cela. Et qu'on a dit ces conteneurs souvent sortent du port autonome de Lomé. Comment est-ce que ces gros porteurs-là prennent des conteneurs et ne pas les sceller? C'est comme ça, une fille a perdu la vie au niveau de l'hôtel Sarakawa. Et nous avons déploré ça. Si les gens sont là pour leur intérêt personnel ou bien pour leur vie, leur survie, et ils ne se soucient pas des autres, c'est dangereux. Comment est-ce qu'un conteneur peut quitter le port, sortir où il y a trop de contrôles, et on ne puisse pas sceller, et on ne puisse pas bloquer ça, et me dire qu'aujourd'hui, là, et puis sur la voie même, il y a des policiers et les gendarmes qui vérifient tout. Est-ce qu'on vérifie ça réellement? Parce que je vous donne 5 minutes, vous restez au bord de notre voie, vous allez voir au moins un cas comme ça. Oui, quand je dis... C'est pourquoi je demande si on vérifie. Qu'est-ce qui non, empêche le mot, de si on vérifie, est la bienvenue. Nous avons tous déploré. Ces gens, ces forces de sécurité, quand ils sont au bord de la route, quand le camion arrive, ils ne font que demander les pièces, et puis quand on balance un peu des sous, c'est la corruption, et puis on ne punit pas. C'est ça que nous déplorons. Et même, c'est sur votre plateau ici que j'ai déploré l'accident où on avait une voiture qui devait avoir 16 personnes, ou bien 18 ou 15 personnes, et on a eu plus de 28. Et finalement, il y a à Ouahala. Pourtant, il y avait les forces de sécurité sur la voie qui contrôlaient les pièces et puis les surcharges. Vous voyez que des fois, je vous pose la question, la conscience professionnelle, est-ce que ça existe encore au Togo? La conscience professionnelle, parce que quand vous êtes un fonctionnaire, vous acceptez pour faire un boulot, et à la fin du mois, vous prenez vos salaires, il est la peine quand même que vous travaillez bien, pour pouvoir aller prendre vos salaires. Mais si le salaire là ne vous suffit pas, il faut réclamer qu'on vous augmente. Mais si c'est pour rester sur la voie et prendre ces petits moyens là, ces petits sous là, et mettre la vie des autres en danger, pour créer encore des veuves, des orphelins, même des veufs, c'est un peu déplorable. Donc on ne fera qu'encore interpeller le ministre de la Sécurité, le général Damran, de mettre la police, des polices. Il faut qu'on mette des gens qui... Dans le contrôle inopiné, qui s'arrêtent sur la voie avec leur téléphone, parce que nous avons maintenant les Android, pour voir ceux qui sont sur la voie, quel est le travail qu'ils font réellement. Et s'ils sont en train de prendre de l'argent, on les filme pour venir les montrer. Et quand on va commencer par sanctionner... Quand un policier prend de l'argent, vous allez savoir. Oui, on le sait. Bon, ils ont un code. Hein. Oui, ils ont un code. Moi-même, je prends ma voiture. Vous prenez les transports en commun, vous allez voir, le dossier part comme ça. Hein. Oui, non. Vous n'allez jamais voir l'argent. Je ne refuse pas, je ne vois pas l'argent.
mais le conteneur n'est pas scellé. Je prends tout exemple. Le conteneur n'est pas scellé, il passe. Les forces de sécurité sont sur la voie, ils ne l'ont pas interpellé. Cela veut dire on les sanctionne. Ou bien ils l'ont interpellé, ils ne l'ont pas arrêté là-bas pour qu'ils retournent, ou bien qu'on prenne des dispositions pour attacher mieux, ils seront sanctionnés. C'est tout. Parce que c'est lui qui a le devoir d'arrêter le véhicule à ce temps-là. S'il le laisse passer, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Même si on ne voit pas l'argent. Même s'il ne lui donnait pas l'argent. Finalement, il est sorti pourquoi? Quel contrôle il est sorti pour faire? Il ne suffit pas de regarder son permis, ou bien l'assurance, ou bien la carte grise. Hein? Il faut aussi voir comment est-ce que les bagages sont scellés, quels sont les passagers, comment ils sont protégés. Et tout ça, là, ça va de la vie. Parce que quand on parle de force de sécurité, ou bien le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il y a le mot protection. Finalement, s'il n'y a pas cette protection, on fait quoi? Donc, nous allons encore interpeller le ministre de la Sécurité, qu'on prenne ces dispositions et puis créer ces éveils-là, cette police d'éveil. Même nous-mêmes, les citoyens, nous pouvons le faire, puisque nous avons la chance d'avoir maintenant cette télévision privée, ces radios privées, qui font des émissions interactives, où nous interpellons, nous indiquons, pour qu'on puisse appeler sur telle voie, à telle heure, il y a eu ceci, voici ce qui se passe, pour qu'on puisse dissuader. Je crois que ce sera la meilleure des choses. Pour qu'on puisse dissuader ces forces de sécurité qui ne prennent pas conscience pour leur métier. Alors, merci à vous, Monsieur Kolani, pour votre point de vue sur la question. Nous allons à présent entamer les sujets programmés dans cette émission. Nous commençons avec la vie chère, le gouvernement togolais qui tente d'apporter un accompagnement aux populations et dans le cadre de la cherté de la vie. La semaine dernière, les prix au niveau des passages de péage sont revus à la baisse, sauf que cela ne concerne pas plutôt les engins à 2 roues, les tricycles et les voitures de 5 places. Pourquoi le faire si tout le monde n'est pas concerné? Oui, vous savez, quand on me parle de la vie chère au Togo, des fois, ça me met mal à l'aise. La vie n'est pas chère? Oui, mais c'est créé sciemment. Créé sciemment? Oui, cette vie chère-là, c'est créé sciemment par nos dirigeants. Parce que quand on met ça, que c'est partout dans le monde, même les gens jettent le tort sur la guerre de l'Ukraine. Je dis non. Le Togo, bien sûr que la vie devait être chère, mais nous, on devait faire face et trouver des solutions. Pourquoi? Merci. Pourquoi? La question est la bienvenue. Si cette phrase-là, que je dis chaque fois que le chef de l'État avait prononcée en 2012, une minorité, surfacturation, la corruption. Mais dans un pays où il y a ça, c'est fini. C'est fini. Et il n'y a pas une classe moyenne. Il y a un seul pays au monde. Oui, mais il faut... justement, c'est la question que les journalistes posent souvent. Que ça existe sur d'autres sujets. Mais on punit quand on arrête. Mais quand on ne punit pas, ça devient une règle. Et que les gens le font. C'est ça qui nous met mal à l'aise. Dans ce pays, les gens ont double fonction. Ça veut dire là d'où salaire. Dans ce pays, les gens sont en retraite, ils sont à leur poste. Et la jeunesse stream. Mais peut-être que la jeunesse n'a pas leur qualification. Non. Et s'il venait à mourir, l'une est indispensable. L'une est indispensable. C'est pourquoi je dis qu'il faut des fois accompagner le chef de l'État. Il ne peut pas regarder partout. Lui-même, il le dit. Il ne peut pas regarder partout. Il faut l'accompagner. Mais cette vie-là, au Togo, moi, excusez-moi, pas ma modestie, j'ai la chance de pouvoir aller à l'hôtel, dans les restaurants, au même moment, de m'asseoir au bord de la route pour manger. Hier, j'étais au bord de la route quelque part pour manger, pour voir comment est-ce que les choses sont devenues. Les boules de pâte qu'on payait à l'époque, là, bien sûr 25 francs, qui est monté 50 francs, 100 francs. Et hier, c'était à 200 francs. Mais le taxi moto qui était venu, il a dit, on n'a qu'à le donner une boule de pâte. On dit, la dame dit en même temps que aujourd'hui c'est 200 francs. Vous voyez ce que c'est? Mais pourtant, quand tu vas voir nos dirigeants qui se comportent comme le colon, parce que moi je dis le colon, parce que c'est le colon qui a inculqué ça dans leur tête, vivre une vie à l'aise, prendre certains champagnes, certains vins, au même moment, le champagne là qu'il est en train de prendre, le vin qu'il est en train de prendre, fait le salaire de quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et quand je dis tout ceci, moi ça me fait mal parce que j'ai fait l'administration. J'ai fait le CASEF. J'étais à la direction du financement et du contrôle de l'exécution. Je sais ce que le Togo regorge comme richesse. La vie chère. Donc selon vous, la cherté de la vie dont on parle dans tous les pays aujourd'hui, si le Togo avait fait tout ce
que vous venez de dire là, il n'y aura pas de cherté de vie? Ça peut en avoir, parce que le monde est devenu un village planétaire. Si le Togo a des problèmes, le Ghana va sentir parce que c'est le même peuple. Si les Européens ont un problème, le Togo va sentir parce que nous avons des coopérations entre nous. Mais assainissons d'abord et connaissons notre patrimoine commun. C'est le patrimoine commun que nous ne connaissons pas qui nous amène à accuser nos gouvernants. Et si je vous dis que j'ai fait l'administration, c'est parce que j'étais au niveau du patrimoine commun que je voyais. Si je vous dis aujourd'hui que je suis entrepreneur, j'ai travaillé avec l'État, j'ai vu comment est-ce que les gens se comportent. Mais si on assainissait tout ça là, ça peut passer. Je vous donne un exemple banal. On augmente le prix du carburant. L'argument donné, parce que dans les autres pays, le carburant est cher, et chez nous c'est moins cher, les gens viennent se procurer. Comme si nos frontières sont poreuses, on va faire. La même chose s'est posée quand Edem Kodjo était Premier ministre. On a augmenté le ciment, le prix du ciment, parce qu'on a dit qu'il y a spéculation, les gens paient le ciment pour aller vendre à l'extérieur. La même chose au niveau des engrais. C'est comme on n'a pas un État. C'est comme il n'y a pas de frontières. Alors, M. Kolani, revenons à ma question. Pourquoi diminuer le prix au niveau des passages de péage si on ne doit pas prendre en compte tout le monde? Mais ça là aussi, c'est les incongruités de nos ministres. Sincèrement, moi j'ai souvent accusé cette gouvernance que le chef de l'État a mis sur place. La plus médiocre des gouvernances, c'est ça ce que je suis en train de voir. Sincèrement. Quand moi j'ai vu cette diminution de péage, j'ai dit ça, c'est sur quel plan? Sur quelle base? Quel conseil le ministre du Transport a? Plus les véhicules qui sont plus sollicités, les taxis là, on ne les a pas diminués ça. Or, c'est eux qui vont là. C'est eux qui font le plusieurs tours. Et si vous voulez diminuer, quelle est la basse classe qu'il faut diminuer? Au moins, il faut éliminer carrément ceux des motos. On maintient le prix pour les motos, pour le péage, et on diminue pour les gros véhicules. Pourquoi? Oh, les gros véhicules, combien ça passe? Combien de gros véhicules on a? Et c'est eux qui polluent même la voie. L'entretien routier, c'est quoi? C'est parce que les véhicules circulent souvent et qui gâtent la route qu'il faut l'entretenir. Et quels sont les véhicules qui gâtent ça? C'est les gros porteurs. Et c'est à eux maintenant qu'on diminue le prix. Ça, c'est des incongruités. Mais quand on a dit qu'on a diminué le prix du péage, les gens m'ont envoyé sur les réseaux sociaux. Le lendemain, je lis ça. Et oui, c'est le soir, je vois la télévision, on me dit ça. Je dis, mais non, ne passez pas ce genre de choses quand Kolani est devant sa télé. Pourquoi? Hein? C'est tout le Non, non, ça ne se passe pas là. C'est pourquoi je dis nous avons de l'intelligence là, nous avons le savoir-faire. Du moins, si nous avons qu'à écouter les radios, demander des propositions, on peut les donner. Pour ne pas frustrer cette population-là. Mais la vie est vraiment chère. La vie était même chère avant que tous ces problèmes ne se viennent et les gens se greffent sur ça pour dire que c'est partout dans le monde entier. Mais non, non, ici, ce n'est pas ça. D'abord, la structure des prix du carburant. On ne connaît pas ça. Pourquoi vous cachez ça? C'est un secret d'État. La structure des prix, c'est un secret d'État. On ne connaît pas. Quelle structure là? Avant d'augmenter le prix du carburant, quels sont les impôts qui sont agencés? Combien le prix coûte à l'extérieur? Arriver ici, quels sont augmentés? Quels sont subventionnés? C'est pourquoi quand les gens parlent de subvention, je dis bien l'État peut subventionner. Mais il faut qu'on sache réellement à quel niveau on est arrivé pour qu'il subventionne. Mais on n'a pas toutes ces informations. Non, pourquoi l'État subventionne? On a donné, je crois, c'est que je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était bien défini là. Non, l'État prend charge tel ça c'est non, c'est une manière de vous parler sur le papier. La réalité même est cachée. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, il faut qu'il ait la manette là. Il n'a qu'à regarder partout là. Il n'a qu'à se lever. Il ne faut pas qu'il écoute les conseillers. Non. Amenez-moi la structure des prix. On a des conseils, pourquoi? Si on ne doit pas les écouter. Parce que quand tu n'es pas un chef qui connaît tous ces réseaux-là, ne deviens pas chef d'État. C'est pourquoi je dis qu'il joue du pouvoir, il ne les exerce pas. Il faut qu'il exerce le pouvoir. Les gens crient, les gens ont été à l'école. Nous tous sommes, ceux qui sont ministres, c'est les mêmes écoles que nous avons fait. Ceux qui sont collègues, c'est les mêmes écoles. Mais si nous disons que ce que vous faites là n'est pas bien, on vous donne des propositions, vous ne les exécutez pas, et vous vivez dans l'opulence. Et le peuple trime. Monsieur Anita, non, non, sincèrement. Alors dites-moi, si au niveau des prix, de la réduction des prix au niveau des passages de péage, on n'a pas pris en compte ceux que j'ai cités là, c'est-à-dire que ceux qui ont ces engins-là sont des personnes aisées. Non, c'est ça l'injustice. Même quand on nous parle du péage,
Comment est-ce que le péage a été créé au Togo? Le fonds d'entretien routier, à ce moment, j'étais encore fonctionnaire. C'est la Banque mondiale même qui a exigé qu'il faut mettre un montant sur le prix du carburant. Et c'est ce montant du prix du carburant, 1 litre de carburant, il faut mettre tel montant. Et c'est ça qu'il faut sortir et entretenir les routes. À l'époque, c'était le FED, là, Fonds européen pour le développement, qui faisait l'entretien des routes. Et la Banque mondiale a exigé ça. Et c'est là où on a augmenté le prix du carburant. Il y a monté un pourcentage. Les mêmes réalités. Mais c'est ça, c'est pourquoi la Banque mondiale va venir nous imposer ça. C'est là où je me posais la question. Il y a beaucoup de choses que c'est le blanc qui vient imposer, mais ils ne connaissent pas notre réalité. Même au Conseil des ministres, j'ai trouvé Choscan, le ministre quoi là, un Français là, puis le Tony Blair là, au Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'ils viennent nous chercher au XXIe siècle? Ils connaissent les réalités du Togo que Kolani. On me dira que c'est des conseils. On a besoin de quelle intelligence? Quand nous connaissons nos réalités, je te dis que je peux rester au restaurant, je peux te dire le prix des frites et puis les plats là. Je peux te les donner des hôtels à un autre hôtel et te donner le prix au bord de la route, ce que les parents endurent. Et quand vous rentrez dans un pays là, vous voyez les gratte-ciels construits par les individus au même moment des petits. Et les cases où les gens habitent qui n'arrivent même pas à payer le loyer, vous savez que c'est un milieu où la corruption est à haute dose. Dans ce pays, il n'y a pas une classe moyenne. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Et je ne dis pas ce que je ne peux pas donner comme solution. Non. Alors, dites-moi, avec cette situation, parce que depuis qu'on a diminué les prix, il y a des soulèvements et autres, les gens ne sont pas contents et autres. Est-ce que ces différentes choses peuvent emmener le gouvernement à revenir sur sa décision, à ce qu'il, en prenant en compte tous les engins, ou bien il annule carrément? Non, ma soeur Anita, je vais te dire une vérité. Les Togolais, le peuple togolais a abandonné. Abandonné comment? Oui, on l'a oublié, on l'a abandonné, il n'y a pas d'élite. Vous venez de dire qu'il y a des soulèvements. Quel soulèvement? Les syndicalistes ont disparu. Le central syndical, même les syndicats de base, rien quand on a augmenté le prix. La société civile, rien. Tu verras seulement ATC ou bien quoi là, qui feront des communications sur vos chaînes, ça s'arrête là-bas. Le peuple n'est pas organisé, mais au niveau des politiques, c'est dangereux. Personne n'aime. Et Charles Kondiagba, il a dit que le gouvernement n'a pas en face de lui une opposition constructive. Il n'a pas une opposition. Et puis c'est une vérité. Comment est-ce qu'on peut augmenter le prix là? Et l'opposition ne peut pas se lever pour chercher la structure des prix, même depuis fort longtemps. Et tu dis que tu veux gouverner le pays? Vous êtes proche de certains partis de l'opposition. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi je nous reproche. Vous n'avez pas fait des... Mais... Vous n'avez pas donné des conseils à Comment tu donnes des conseils, mais des gens créent des partis pour leur business? Mais si vos propres amis ne vous écoutent pas... C'est ce qui est dangereux, c'est pourquoi nous avons... Ceux d'en face vont vous écouter. Ceux d'en face, on le dit. Ça veut dire que vos propres amis ne... Ouais, moi j'ai souvent dit, je l'ai bien dit, j'ai souvent dit au chef de l'État, vous avez le pouvoir, exercez-le. Oubliez ce que c'est que l'opposition. Mettez le peuple à l'aise. C'est ça votre devoir. Vous avez le devoir de faire vivre ce peuple-là. Manger, se nourrir, se soigner. C'est tout. Si vous mettez votre population à l'aise, mais quand vous vous attachez à votre opposition pour faire valoir que vous avez une opposition, mais vous savez réellement qu'ils ne sont rien devant vous. Vous ne les considérez même pas. Mais qui trime? C'est le peuple. Tout ce qui se passe là, je viens de citer quoi? Les syndicalistes qui doivent être organisés. Vous savez des fonctionnaires les empêche de s'organiser plus que... si on suit un peu votre... Elles aussi sont dans le réseau de cette minorité qui bouffe. Comme les partis politiques. C'est pourquoi nous éveillons ce peuple. Sortir de ces genres de choses. Réclamer. Alors finalement, c'est qui le peuple? Le peuple, c'est des gens éveillés. Ceux-là, et si on ne dénonce pas, les gens pensent qu'ils sont devant, ils ont confiance en eux. C'est pourquoi nous dénonçons, des fois nous citons le nom des gens. Pour qu'ils sachent qu'ils font d'obligés. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, depuis fort longtemps, là, la vie chère, cette affaire de coronavirus qu'on a traversé, et les centrales syndicats, on n'entend rien. Les syndicats de base, rien. Même on a licencié et déjà au niveau de Méchamino, bien ou là, accordé par le ministre Bawara. On a licencié les enseignants. Les enseignants sont en prison. Le central syndical, rien. On n'entend rien. Ils ont commis une faute. Mais cette faute même, la solidarité syndicaliste
donne quoi? Ça ne va pas Même quand on dit une l'impunité. faute là, quelles sont ces fautes-là? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, puisque j'avais déjà condamné les ministres en les disant que vous avez mal fait. Le chef de l'État même a cautionné, mais je dis c'est pas ça. C'est vos fils, c'est vos enfants. Un fonctionnaire que vous faites sortir, vous savez combien de personnes il nourrit à la maison? Pour question sociale. Même s'ils ont fait 1 mois, 2 mois, ça ne suffit pas de les sanctionner. D'abord, vous enlevez au niveau de l'enseignement. Vous les amenez au niveau de la fonction publique. Il y a des mesures où, quand il faut le prendre, il y a bien sûr, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner. On est dans un état de droit, dans un état de droit. Quand on faut, il faut sanctionner. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est le peuple qui trime. Hein. Quand je dis le peuple, là, je sais ce que j'appelle le peuple. Hein. Sortez pour voir, quand je venais, vous regardez la figure des gens. Qu'est-ce que vous avez? Mais quand vous regardez, vous savez, c'est pitoyable. Regardez dans la figure des gens. Non, les gens même... Vous passez en regardant votre chemin. Même en venant, il n'y a plus d'embouteillage, les véhicules ne circulent plus. La voie est fluide. Les gens sont terrés dans la maison. Parce que la voie est large, peut-être. Non, il n'y a pas l'argent pour payer le carburant. Comment sortir? L'économie, ils se sanctionnent. Hein? Ils ne vivent pas. Mais pourtant, ils ont des moyens. Mais les élites ont refusé. Le problème est venu mettre ça dans la tête. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux être ministre ou préfet ou bien ceci là, ou bien député? Je te donne même un exemple banal. Les députés là, le parti uni, va à un congrès au niveau de la Chine. Hein, avec les Chinois, ils ont fait jumelage ou bien quoi là, ils ont eu des conseils. Mais vous savez que les députés chinois n'ont pas de salaire. Mais non, ils sont venus ici, eux, ils augmentent leur salaire ici. Hein. C'est un pays pauvre, ça. Hein. Mais aujourd'hui, on dira que la Chine est la première ou la deuxième puissance mondiale. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont de l'intelligence, ils veulent apporter à l'Assemblée. Ils ont leur fonction. Mais ici, les députés sont à 1 million, le SMIC à 35 000, on augmente le carburant, ils sont les représentants du peuple, ils ne disent rien. Même au niveau de l'Assemblée, ils n'ont même pas cherché la structure des prix. Mais ils se disent à l'aise. Et ça là, vous pensez que le Togo a un futur, il a un lendemain, si on ne se lève pas? On espère qu'on a un futur. Qu'est-ce qui se passe avec notre cheveu là, ma soeur? A un futur. Nous allons parler à présent au terrorisme, avec les attaques terroristes qui se multiplient dans le nord du pays depuis quelques semaines. Ces attaques suscitent bien sûr des réactions de la part de beaucoup de leaders, que ce soit politiques, les leaders d'opinion et autres. Là, pour sa part, la DMK dont vous êtes proche propose une enquête internationale. Quelle pourrait être l'utilité d'une enquête internationale dans une affaire de terrorisme? Vous savez, il faut qu'on situe... D'abord, il faut que je précise ceci. Koulani n'est pas de la DMK. J'ai dit vous êtes proche. Proche, ouais. Mais non seulement ça, c'est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce débat-là. Parce qu'on suit votre chaîne. Il faut que j'explique certaines choses. Les gens confondent. J'étais le directeur de campagne de la DMK autoproclamé. Vous comprenez? La DMK fait ses réunions, je ne suis pas avec eux. La DMK aujourd'hui, comme vous le dites, a demandé à l'enquête internationale. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est eux qui l'ont demandé. Ils ont les arguments qu'ils ont pour le demander. Vous comprenez? Ils se demandaient ça. Le jour où ils devaient demander ça, c'est quand il y avait eu des bavures là, où les militants ont reconnu que c'est eux qui ont fait. Si c'est eux qui ont fait, pourquoi envoyer des enquêtes internationales? Ça n'a plus de sens. C'est qu'ils demandaient ça quand l'armée n'avait pas encore dit que c'est eux qui ont causé cet acte-là. Vous comprenez? Maintenant, pour ce terrorisme-là, nous avons des pistes. Pour ça aussi, c'est cette frustration, tout ce que je viens de vous donner là. Pour ce peuple-là, quand il n'a plus de repères, il est vulnérable. Et les gens les utilisent. Surtout dans notre pays, il y a beaucoup de frustrations créées par des syndicalistes d'abord, la société civile et la politique. Ouais, ces élites, c'est les élites qui utilisent. Oh, les élites, c'est les gens qui ont une torche, une lumière pour créer les réseaux. Mais pourtant, ils éteignent ça. Ils ne veulent pas éveiller la population, ils ne veulent pas les aider. Et on tripe. La fois passée, la dame qui est sortie pour cette affaire de terrorisme-là, elle a parlé naïvement là. Je ne sais pas si vous avez suivi l'audio là. Elle a parlé des bœufs, consorts, où nous avons interpellé le chef de l'État de vérifier bien l'information. Il y a eu une rencontre. Oui, non, le chef de l'État était à Dabon. Il a causé. Je crois que cette situation est en train d'être réglée.
Mais si c'est réglé, c'est ce que nous souhaitons. C'est pourquoi nous avons demandé qu'ils prennent les taureaux par les cornes. Moi, j'ai apprécié. Parce apparemment, la dame raconte des contes vérités. Non, pas les contes vérités. Elle a dit certaines choses qui... D'abord, elle ne voulait pas que cette vidéo sorte. Alors, on va pas venir sur ce sujet. Ouais, pour le terrorisme, j'ai demandé, quand le Togo est attaqué, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas que tu es pauvre, il n'y a pas que tu es riche, il n'y a pas que tu as tel parti politique. Il y a des frustrations dans le pays. L'Afrobaromètre, l'ONG Afrobaromètre a fait des sondages avant les élections en disant que le peuple togolais a soif de l'alternance. Le peuple togolais ne veut plus de cette mauvaise gouvernance. Nous avons œuvré pour sanctionner les chefs de l'État dans les urnes. Le 4e mandat. Nous, on ne voulait plus. Unis pouvait passer, mais pas encore Force Humaine pour un 4e mandat. Mais il a passé. Nous avons vu comment les résultats même se sont donnés. Avec tout ça, nous disons qu'il n'y a pas de problème. Il fait 2e année, il veut boucler 3 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'arrive pas à gouverner. La vie devient chère. Non, je veux arriver là-bas. C'est là où je veux arriver. Le terrorisme. Pour faire bloc au terrorisme, il faut une unicité. Donc, toutes ces frustrations-là que je suis en train de vous aligner ne permettent pas de faire front. Pendant Djaré, les gens, vos collègues journalistes l'ont condamné sur une chaîne là, de la place New World hier, qu'il a sorti ses aides en New il a été attaqué ici. Oui, ici aussi, d'accord. Ce qu'il a dit sur RFI, je dis non. Pendant Djaré a dit ce que les gens passent bas. Oh, moi-même, je l'ai dit. Quand le ministre de la Sécurité, on a demandé la... Est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'interviewer quelqu'un qui ne vit pas la réalité du pays? Vous disiez, vous pensez que certains sont à l'extérieur vivent même la réalité que vous qui êtes sur place? Vous êtes sûr? Ah non, il y a des gens qui aiment leur pays, qui ont les informations toutes les secondes qui passent. Ce ne sont pas les bonnes informations que vous avez. Mais je parle de certaines personnes. Je ne sais plus, c'était en 2015 ou en 2016, là, il y avait un ami qui était revenu au pays. Quand il était de l'autre côté, on lui disait que c'est chaud à Lomé, vous ne pouvez pas mettre les pieds dehors et autres. Il est venu, on a circulé librement, vous voyez. Non, c'est pourquoi je dis bien certains. Donc, on ne vit pas forcément les mêmes réalités. Non, c'est ce que vous dites. Pourquoi ne pas interviewer quelqu'un ici au pays? Ils avaient interviewé Mme Majemagbo. Elle a dit ce que c'est. Si même on a interviewé Pandé Adjaré a des informations, il est dans Togo Debout, société civile Togo Debout, donc qui sont sur le terrain, ils font des rapports chaque fois. Donc, non seulement ça, ce qu'il a dit, je veux qu'on revienne à ça. Il y a eu des manifestations ou pas? Les militaires ont bastonné ou bien n'ont pas bastonné? Ils ont violenté les Togolais ou bien n'ont pas violenté? Moi-même qui vous parle, quand il y a eu Corona, on a dit couvre-feu. J'étais chez moi, il y a une boutique. L'enfant, quand il rentrait, il dit papa, moi je suis en train de rentrer, je veux fermer. Je dis ne ferme pas d'abord la boutique. Mais il y avait un grillage. Mais quelqu'un est venu sonner, je me lève, je suis à la télé, je m'en vais, c'est un militaire. Il dit, on vous a dit d'enfermer, non? Il m'engueule. Je dis, mais là, vous n'avez pas respecté la loi. Mais il faut de la courtoisie, je ne suis pas son égal. Il me dit ça, je dis, en matière de sécurité, est-ce qu'on a besoin de courtoisie? Nous ne sommes pas face... je parle de Corona, se promener la nuit là. Et il me dit, viens ici. Je dis, moi, je suis ton égal, dégage ici. Il sort son cordelette, il remet le grillage là. Son second vient, qu'est-ce qu'il veut montrer? Je dis, mais qu'est-ce que je veux montrer? Heureusement que j'ai appelé. C'est des exemples, c'est-à-dire cette violence-là. Et aujourd'hui, on m'appelle de venir avec eux. S'il ne m'a pas présenté les excuses. Vous pensez que c'est facile? Il y a eu des morts. Il y a eu des veuves, des orphelins. Alors, juste parce qu'entre vous, il y a eu des tiraillements, donc... Je parle de l'armée en général, des forces de sécurité. Non, écoutez ma question. Entre vous, fils d'un même pays, il y a eu des tiraillements. Donc, si vous êtes attaqué par quelqu'un d'autre, vous n'allez pas faire fond ensemble pour affronter cette personne-là. Nous sommes humains. Nous sommes humains. L'humain, pardon, mais n'oublie pas. C'est pourquoi nous voulons... Le terroriste, quand il viendra, ce que nous oublions, il ne saura pas qui a été frappé, qui a frappé. Justement, j'ai même dit au ministre de la Sécurité, certains même sont prêts pour devenir djihadistes, pour attaquer son propre pays, parce qu'il est mal traité ici. Ah bon, oui, moi-même je peux le faire. Vous pensez qu'on va me... Oui, moi, Poulani, je peux le faire. Vous pensez qu'on va me traiter dans mon... Je te dis que ça m'engage. Comment est-ce que dans un pays là, les tests sont là, les gens bénéficient des tests là, et ils vous traitent vous mal là. Moi, je suis étranger chez moi. Je suis étranger. Vous allez m'affamer.
Tu sais la famine, ce que c'est? Ça dépasse le terrorisme. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas payer la scolarité de mes enfants. Au même moment, notre patrimoine, quelqu'un le gère bien. Il mange, il bouffe. Je veux pas aller, on me bastonne. Je ne veux quoi? Je me transforme en rebelle. Mais c'est des réalités, c'est pourquoi je demande. Nous sommes en une période sensible. C'est dans ce sens que nous voulons des solutions. Je dis bien. C'est dans ce sens, je dis bien. Je dis bien, pour éviter ces frustrations, libérer les prisonniers politiques. Signer un amnistie, les gens n'ont qu'à rentrer. Vous avez vu ce qui se passe comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire? Les chefs d'État anciens là, se sont restés ensemble pour une réconciliation. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire ici? Hier au Bénin, le défilé, les anciens chefs d'État étaient à côté. Qu'est-ce qui empêche les gens? Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État de le faire ici? On a vu Gilles Christ, le chef de l'État. Non, laissez Gilles Christ là. Mais vous savez, quand vous appelez le nom de certaines personnes qui ont fait des handicapés, vous savez, quand vous appelez Gilles Christ, c'est les gens qui ont fait, tôt ou tard, ils vont le payer. C'est les gens qui ont fait des orphelins, vous savez ce que c'est. Il y a des gens nous disaient à l'époque, la paix à son âme, il y a des gens, que c'est les aventuriers. Et réellement, c'est un aventurier. Mais aujourd'hui, le Togo est attaqué. Non, il faut une solution pour le Togo. Et même nous sommes en train d'apprendre, si c'est vérifié, c'est intéressant, que le chef de l'État va recevoir l'opposition pour discuter pour cette affaire d'attaque-là. Je dis ça serait une bonne chose. Bien sûr, il y a eu des partis politiques de l'opposition. Votre ancien parti, je ne sais plus si vous êtes membre toujours, a dit... Je ne sais pas si c'est vérifié. A dit aussi, avait fait des propositions pour que le chef de l'État fasse de cette affaire-là une affaire... Quand vous appelez ces partis politiques-là, c'est eux qui viennent embrouiller les pistes. Ils font partie de CNAP. A dit, oui, non, et tous, non, même ANC, là, tous ceux qui ont parti CNAP, non, ce n'est pas eux qui ont saboté la voix du peuple. Mais ceux qui doivent être sur la table, c'est la DMK. La DMK, c'est ça la locomotive. Après ces élections passées, tout le peuple se retrouve dans la DMK avec Monseigneur Boudjuro. Vous pensez? Mais faites le sondage. Mais les gens là sont venus pour brouiller les pistes. Et ça ne marche pas. Ils ont créé CNAP, non? C'est un décret, et ce n'est pas un décret présidentiel que le chef de l'État a sorti, ça, non? Qu'est-ce que ça a donné? Même il y a ce truc de concertation, non? Ils n'ont qu'à retourner pour aller discuter là-bas, non? Pourquoi ils sortent? Mais les gens viennent blaguer avec le peuple. Eux-mêmes a dit là, les 6 partis qui sont sortis pour demander, pour sanctionner, pour dénoncer les tuiles. Vous êtes les premiers à poser ça, même si c'est dit, je les ai dit ça. Il y a 4 partis politiques dedans qui sont partis aux élections, qui n'ont même pas demandé la vérité des unes. Mais vous pensez que même le chef de l'État a reconnu... À chaque fois, vous revenez sur cette affaire de vérité des urnes. Vous te dites ce qui n'est pas sorti. Réellement, vérité des urnes. Vérité des urnes. Ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle donne. Ce n'est pas ça la vérité. Non, ils n'ont pas bien donné ça. Ils n'ont pas bien donné. Vous avez les vrais résultats. Mais les vrais résultats sont... Retournons. Vous les avez? Oui. Retournons dans les urnes. C'est pourquoi je dis dans les urnes. Les urnes sont là, c'est scellé. Retournons dans les urnes pour qu'on sorte cette vérité. Alors, on va rapidement entamer notre dernier sujet, la tension entre la France et le Mali. Il y a quelques jours, jeudi, je crois, le président français qualifiait le choix fait par la junte militaire au pouvoir au Mali pour lutter contre le terrorisme d'inefficace. Bamako répond, bien sûr, et selon Bamako plutôt qui accuse la France d'entretenir la haine ethnique. À quoi joue réellement la France? Vous savez, c'est le même problème que nous avons au Togo. Non, là on laisse le Togo. Non, la France, l'impérialiste. Mais la France, c'est tous ces colonies là, les pays francophones là. C'est la France qui est notre problème. Si je veux parler de la France, sans parler de celui qui a tué le premier président togolais, Sylvanus Olympio, c'est la France. Il continue toujours à nous mettre... Je vous disais à l'entame de nos discussions que nos élites copient l'impérialisme et torturent encore leurs frères. Oh, c'est le blanc qui avait ça. Et maintenant, on va à l'école chez lui. On prend ces modèles, on vient torturer nos frères. Au lieu de l'adapter à nos réalités. Le Mali a pleinement raison. À ce 21e siècle, on ne peut plus rester pour demander la vie de quelqu'un. Que c'est la France qui va faire. Le premier coup d'État, c'était comment c'était fait. C'est le peuple qui est sorti. Et l'armée est sortie pour mettre de l'ordre. On va chercher un ancien général qu'on le met comme président pour une transition. Cet ancien président s'appelle
Bandao, bien quoi là. Le nom, là. Ouais. Il vient au Togo, il salue et remercie le chef de l'État consort. Il se lève, il va en France, et la France lui donne l'ordre de venir remanier le gouvernement. Vous imaginez ça? Et la junte a eu les informations, quand il est rentré, on les déposé. Que nous n'allons plus prendre des leçons de la France. Et c'est là où la France est contre. Que nous allons nous-mêmes attaquer. Puisque quand on tue au Mali, là, le terrorisme, c'est les Maliens qu'on tue, comme on est en train de le dire, c'est les Togolais. Mais il faut qu'on s'assied, nous les Maliens, là, pour se regarder en face à face. Pour faire face à nos frères. Si réellement ils sont des terroristes, pourquoi ils sont en train de nous attaquer? Il faut qu'on s'assied, pour qu'on arrête ça. Mais quels sont les gens là qui financent ces terroristes? Quels sont les gens qui donnent les armes? C'est les colons. Et la France est quelque part, au niveau du Mali, sur ce territoire. Le président malien ne peut pas arriver. Mais le président français, lui, peut arriver. Avant que le président malien arrive, il demande la permission. Et c'est les Français qui sont là-bas. Est-ce que c'est possible? Et ce président Goïta là, ce monsieur a été sur le front. Il a vu tout ce qu'il se passe. Ces combines là. Il a vu tout ça là. C'est pourquoi quand il est revenu, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. S'il n'avait pas été sur le front, c'est comme moi qui vous parle là. Parce que j'ai fait l'administration, j'ai fait certaines choses que je maîtrise plus ou moins, certains rouages. Donc vous êtes Assimi Goïta. Moi j'aime beaucoup Assimi Goïta. Parce que dans la lumière. Je dis vous êtes Assimi Goïta du Togo. Non, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est pour vous dire que la France comprenne aujourd'hui, on ne peut pas refuser de travailler avec la France. Mais il faut qu'on travaille ça égal à égal. Ils nous respectent, on le respecte. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on viendra encore prendre des leçons sur lui. Non. Il faut que les chefs d'État comprennent ça, surtout francophones. Quand tu regardes en Afrique, là, les pays les plus pauvres, là, les pays francophones. Les pays où il n'y a pas la démocratie, c'est les pays francophones. Et cela est dû à quoi? À la France. Alors, devant cette situation, est-ce que le Mali se laissera faire? Parce que vous avez écouté un peu le communiqué du ministre malien. Le Mali ne peut... Nous, à cette interview ou bien à cette déclaration. Nous, en tant que panafricanistes, on est derrière le Mali. C'est pourquoi... Non, être derrière la personne, c'est autre chose. Mais se laisser faire... Non, mais quand on soutient, on dit qu'on est derrière le Mali. C'est pour encourager Goïta de ne pas se laisser faire. D'aller au droit au but. Même quand on a sollicité nos chefs d'État pour la médiation, nous avons dit, mais vous n'avez pas réglé votre problème ici, vous allez pour une médiation. Il faut régler le problème que nous avons au Togo ici d'abord. Nous avons quel problème? Le problème de terrorisme toujours. Le problème de terrorisme, la division politique qui nous divise ici. Il faut qu'une réconciliation naisse. Il y a encore une division politique au Togo. Oh, non, parlons du Mali. Ma soeur, mais notre Togo nous intéresse aussi. Parce que de là-bas, c'est la même chose que nous vivons. Il faut nous réconcilier, il faut qu'on s'assied. Le pays nous appartient, le Togo est attaqué, tu l'as dit. Nous sommes assis aujourd'hui, si on discute, c'est parce qu'il y a la paix. Et maintenant, si le chef de l'État peut mieux faire, comme on le dit, qu'il y aura une assise là, si réellement ça va venir, il met la DMK devant, les autres viennent, il s'assied. Pourquoi vous voulez toujours qu'on mette la DMK devant? C'est ça. Parce que cette question-là, je ne comprends pas. La DMK, elle est différente des autres entités. Non. Vous savez, c'est l'erreur que la C14 avait faite à l'époque. Quand on avait demandé, la CDA avait demandé qu'il doit qu'à s'asseoir pour discuter. Les 14 partis politiques disaient que non, ceux qui n'ont pas marché ne viendront pas. Ici, si je dis la DMK, même le ministre de l'administration territoriale dit que la DMK est la deuxième force, après unie, pour ne pas dire la première force de l'opposition. Il faut la capitaliser. Et nous le disons, nous savons que nous sommes la première force. Mais unir en a usurpé. Mais nous acceptons ça. Mais pour aller sur la table, quand même, il faut que la tête de cette locomotive soit là. Le wagon, c'est les autres. On ne va pas dire qu'ils ne viennent pas sur la table. Tout le monde doit venir. Moi, j'ai même sollicité la société civile, même les armées sur la table. Il y a eu des invitations, la DMK a dit non, tant qu'on ne règle pas tel problème, non, ils n'ont qu'à laisser. C'est pourquoi je parle de la sincérité. Le Togo est attaqué là. Et puis la vie chère, non, on a des solutions. Les gens profitent de ça là pour s'enrichir. Les gens profitent de cette division pour grandir. Le chef de l'État n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Les gens profitent de ce qui se passe là. Même les gens ne veulent même pas ces assises là. Quand on a lancé l'assise, même certains partis de l'opposition ne veulent pas. Parce que quand on va le faire, ça va dissiper, le peuple va être réveillé et on va mieux fonctionner. Mais ils ne veulent pas.
C'est pourquoi le chef de l'État doit être au-dessus de la mêlée. La fois passée, je l'ai appelé le président, son excellent Fort Ressources Humaines Yassimbe. Les gens vont tirer de tous les côtés sur les réseaux sociaux que je reconnais qu'il est mon chef d'État. Ce n'est pas moi qui a dit qu'il a volé le fauteuil présidentiel. C'est moi qui a dit ceci. Mais je dis, mais quoi qu'on dise aujourd'hui, à se tenter, mon président, c'est Fort Ressources Humaines Yassimbe. Et si je le supplie, on dit pourquoi le supplier? Je dis, mais je dois le supplier. D'abord, il est mon grand frère. Et je lui demande certaines faveurs. Libérer les prisonniers politiques. Si un ami ici, même si moi je vais me coucher pour que le chef de l'État marche sur moi, ou si bien un ami ici, pour signer, libérer les prisonniers politiques et faire une assise pour le Togo d'école, pourquoi ne pas le faire? Vous savez ce que c'est que l'exil? Mais même à ton ennemi, il ne faut pas le souhaiter. Donc nous demandons de nous asseoir et de s'asseoir pour se regarder face à face. Quand il faisait le conférence de presse avec Macron, mais, gentleman, et quand il est sorti, il a été ovationné. Les gens l'applaudissaient. Et ici, ce n'est pas fait. Non, ici, le chef de l'État. Ah le non. les gens applaudissent. Les militaires les sécurisent et puis ils se cachent, ils disparaissent. Bien sûr, je me souviens d'une année où le chef de l'État c'était à Décon, il a serré la main. Ouais, une année. C'était en 2017. Non, ça c'est normal, 2017, 2018. Ça c'est pas. Mais en 2020. à partir des élections du 20, à partir des ouais. élections du 22 février là, les données ont changé. Vous êtes sûr sur quel sondage? Afrobaromètre. Selon le sondage d'Afrobaromètre. Et selon le sondage de Kolani. Monsieur Kolani, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Même si vous n'avez pas voulu répondre à ma dernière question, en se consacrant uniquement au Mali, vous avez fini par faire le tour au Togo. Mais pour la dernière question, un mot sur les législatives au Sénégal. Oui, les législatives. On conclut avec. Les législatives au Sénégal, vraiment, vous savez, en Afrique, ce problème-là nous embête. Les élections, empêcher certains de ne pas aller et vouloir que d'autres aillent. Et les gens font des calculs, des préjugés sur des gens. Quand on me dit qu'il y aura Macky Sall veut faire 4e mandat, 3e mandat, les préjugés, mais tu es un chef d'État, il faut dissiper ça. Non, je n'ai pas la peine, la Constitution ne dit pas ça. Pour qu'il n'y ait plus de morts. On fait les élections, on n'a pas encore proclamé. Et la mouvance présidentielle sort pour dire que sur ces 46 ou bien comme ils ont 39, ils sont majoritaires. Avant la CENI. Et l'opposition aussi sort dit non, ils ont les vrais résultats. On va où? À l'affrontement. Encore les Africains. On va encore faire des morts, créer des veuves, casser des choses, brûler. On n'a pas assez de choses, on est pauvre. Ça là, ça va où là? On va où avec ça là? Mais c'est pas bien. Moi, quand je trouve ça, je me pose la question, le Sénégal est où? Nos aînés, pour leurs études, et quand ils quittent le Togo, c'est le Sénégal. C'est une partie de la France. C'est la capitale de la France francophonie en Afrique. Mais les gens en sont éveillés. Mais s'ils sont éveillés à un niveau donné pour la démocratie, et on trouve ça encore chez eux, j'ai encore dit que c'est l'impérialisme qui est encore en train de s'aimer les choses là-bas. Alors, merci à vous, Monsieur Kolani. Merci d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, Germain n'était pas là. Peut-être qu'il a un empêchement. J'ai consulté après pour voir ce qui ne va pas avec lui. Merci quand même d'être passé. Nous espérons vous avoir très prochainement. Non, il n'y a pas de problème. Je vous remercie aussi. Moi-même, je n'étais pas content que Germain n'est pas là parce que je l'ai suivi une chaîne hier. Niveau TV, il a dit certaines choses, j'avais voulu de sa présence pour qu'on puisse. C'est Dieu qui a fait notre palabre. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après, ce sera sur nos différents sites. Moi, je vous retrouve jeudi à partir de 10h. Au revoir.